Donc, comme l'a dit Thierry, donc, ça va se décomposer en 3 parties. On va faire un point sur les méthodes de détection actuelles disponibles. Le deuxième point, donc Pascal Leduhaut, directeur d'Uniports, va vous présenter la procédure d'analyse sensorielle Saint-Malo pour détecter les carcasses odorantes. Et le troisième point, un petit point sur l'utilisation des viandes odorantes du côté abattage et découpe, puisque ça leur complique quand même le marché. Alors, les méthodes de détection. Au préalable, je vais juste représenter la problématique des odeurs. Donc, quand on parle odeur de Vera, on sait qu'on a une fréquence qui est assez faible sur les pores terminaux de carcasses odorantes liée à une première molécule qui est le scatol. Donc, le scatol est produit par la flore digestive dans le gros intestin. Donc, c'est une molécule, une petite molécule. C'est la famille des indoles. Qui se fixe dans le gras. Elle aime bien le gras. Donc, dans les produits de charcuterie, effectivement, si une charcuterie issue d'une carcasse de mâle entier, malheureusement qui pourrait être très odorante, on va retrouver donc cette odeur qui est une odeur un peu de fesses. Donc, c'est pas très très agréable. Alors, c'est une petite molécule. Pour qu'elle sorte, il faut chauffer le produit. Donc, on l'aura aussi sur un produit cuit et beaucoup moins sur un produit consommé froid. Ça a une durée de vie dans l'organisme qui est assez courte. Donc, on sait trouver des solutions. Par exemple, la mise à jeun, des cochons très propres. Si les cochons mâles entiers sont conduits dans des conditions un peu sales, eh bien, les bactéries, elles excrètent dans les fesses du scatol. Et en fin de compte, comme c'est une petite molécule qui aime le gras, elle va rentrer dans votre peau et dans le gras. Les éleveurs connaissent bien le problème. Si on s'en met un peu sur les mains, ça perdure un petit moment. Donc, c'est typiquement ce type de molécule qui est produite sur un pourcentage des mâles entiers de façon significativement plus importante que sur des castrés ou des femelles. Et voilà, on a ce risque-là. Bon, ça peut être présent sur les femelles, j'en ai parlé. C'est plus présent en été qu'en hiver parce que les cochons, s'ils cherchent un peu à se rouler dans la merde, effectivement, ça va rentrer dans le gras et on va le retrouver aussi dans les produits de salaison. Ça, c'est un indicateur, le scatol. Un deuxième indicateur, c'est l'androsténone. Donc lui, il est vraiment en lien direct avec les testicules, puisqu'il est produit par les testicules. Donc c'est une phéromone sexuelle qui est responsable du comportement d'immobilité de la truie en présence du véran. Alors c'est très très dépendant de la génétique. Donc on trouve des parades à ce niveau-là. Il y a une variation individuelle, donc ce qui explique aussi que même les gens qui font de la génétique, aujourd'hui, c'est difficile de garantir à 100% qu'il n'y aura pas d'odeur sur les petits pores terminaux. Tout le monde s'engage à, souvent on voit des chiffres autour de 3%. Mais bon, la génétique est déterminante. Entre les races pures, on voit des écarts énormes. Entre un Landrace et puis un issu de Piétrin, c'est le jour et la nuit. On a des cochons qui sont beaucoup plus matures sexuellement sur les Landraces et beaucoup plus odorants que sur des issus de Piétrin. Donc la génétique est importante. Ça va aussi dépendre de l'âge de l'animal un petit peu et de sa maturité sexuelle. Donc là aussi, il faut trouver les parades. Alors, ces deux molécules-là, je rappelle que ce sont deux indicateurs. C'est un peu les golden standards pour marquer les odeurs qu'on pourra percevoir sur le produit. Mais quand on perçoit un bouquet d'odeurs sur un produit, en fin de compte, ces molécules-là sont assez souvent dedans, mais on en perçoit bien d'autres. C'est la famille de ces molécules-là. Donc, les gens qui cherchent, en fin de compte, ils trouvent une vingtaine de molécules autour. C'est ces deux marqueurs-là. Bon, nous, on les a bien identifiés. Ils sont bien identifiés dans la bibliographie, donc il faut s'appuyer dessus. Mais bon, il n'y a pas que ça. Donc, retenez le scatol. Alors, le scatol, 100% en gros des gens la sentent. Nous, quand on sélectionne des gens pour le nez humain, c'est assez rare de tomber sur des gens qui ne sentent pas le scatol. C'est une odeur de fesses, de fumier, etc. Donc, les gens la trouvent, mais ça nous arrive quand même. C'est rare, mais ça arrive. Donc, tout le monde la sent, donc elle est assez dangereuse. Donc, il faut trouver les parades pour qu'il y en ait très, très peu. La deuxième molécule,
c'est plus complexe, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas les récepteurs dans le nez pour la sentir. L'androsténone, voilà, quand on fait une sélection en abattoir, ben, on s'aperçoit, une bonne journée, on a 70% des gens qui la sentent. Une mauvaise journée, on n'a que 50% des gens qui la sentent. Donc, c'est très, très important d'aller chercher les gens qui la sentent. Après, dans les gens qui la sentent, il y a des gens, ça leur plaît beaucoup. Souvent, bon, c'est décrit comme une odeur urinaire, ammoniacale, odeur de verra pour les éleveurs qui sont voilà, confrontés à manipuler des verras. Ils trouvent tout de suite cette odeur assez forte. Mais on a un petit pourcentage de gens que ça leur plaît vraiment bien aussi. Donc, ça leur fait penser à des fleurs, etc. Bon, ce n'est pas la majorité, mais voilà, il y a des gens comme ça aussi. Alors, les méthodes de détection en abattoir, on a 2 méthodes aujourd'hui à disposition. Donc, la méthode de nez humain qui est la plus utilisée, France, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, un tout petit peu en Espagne, mais c'est balbutiant. Et la deuxième méthode, qui est plutôt en test dans un abattoir danois, qui est la spectrométrie de masse, qui mesure de façon très précise le scatol et l'androsténone à 700 pores à l'heure. Donc voilà les 2 techniques à notre disposition aujourd'hui. Alors pour la première technique, à l'IFIP, il y a une dizaine d'années, on l'a expérimenté dans 2 abattoirs. C'était un peu nos débuts sur cette appréciation sensorielle des odeurs. Donc à l'époque, dans un abattoir à Josselin, du groupe GAD à l'époque, à 650 pores heure, et puis un abattoir du groupe Jean Floch à 350 pores heure. Bon, on avait bien vu qu'à 650 pores heure, ça mobilisait quand même du monde, une personne à chauffer, une personne à sentir. Bon, à l'Oudéac, à 350 pores heure, une personne pouvait chauffer, sentir sur la chaîne. Donc, on avait été un petit peu à la sélection de personnes avec Uniport. On s'était tout de suite confronté à la problématique de trouver les bons nez quand on est sur le sensoriel. Voilà, c'est la clé du système au départ, c'est de trouver les bons nez. Ici, vous avez des courbes d'évolution du taux d'androsténone, par exemple, entre la note 0, 1 et 2, avec 15 testeurs. Toutes les courbes, donc à mesure que l'on monte, on va vers la note 2, normalement, le taux d'androsténone d'odeur devrait monter. Et on s'aperçoit qu'il y a la moitié des testeurs, donc en rouge, où la courbe elle est plate, en fin de compte. Donc, ils n'arrivent pas à distinguer les odorants des non-odorants sur la base de ces indicateurs-là. Par contre, eh bien, on a des gens qui sont assez performants. La courbe parfaite, ça devrait monter de façon régulière entre la note 0, 1, 2. Et là, on avait 7-8 personnes dans cet abattoir-là qui étaient assez performants. Donc après, une fois qu'on les a sélectionnés, il faut les valider sur les chaînes. Donc cette méthode un petit peu IFIP au point de départ avec Uniport et l'UGPVB qu'on avait mis en place. On l'a reprise depuis 2 ans parce qu'on a eu un petit peu de demande à l'IFIP pour initier des nez humains dans des abattoirs, voire des salaisons ou des découpes qui voulaient démarrer des choses, se préparer éventuellement à avoir un nez humain. Et c'est vrai que c'est quand même une façon de gérer le risque. Là, ce sont les derniers résultats qu'avait accepté de publier le groupe ENAF dans Réussir Port, où on voit l'évolution pareil selon la note du taux de scatol et d'androsténone. Donc on voit bien que quand les gens mettent une note 2 sur une échelle de 3 notes, on voit le taux d'androsténone qui monte à 4,5 en moyenne, alors qu'on sait que voilà, à partir de 2, normalement, ça doit sentir. Et le scatol, eh bien, il est à 0,20, 0,30, qui sont des bornes aussi citées dans la bibliographie. Donc le nez humain, quand même, permet de gérer un risque. Donc c'est quand même assez rassurant pour les exploitants. C'est pas tout parfait, mais quand on fait les moyennes, on s'aperçoit que voilà, les pires sont quand même écartés du marché, surtout du frais, où le consommateur peut être confronté à cette problématique. Alors le nez humain, quand on fait la bibliographie, eh bien, c'est toujours de savoir combien on en laisse passer sur les chaînes d'abattage, parmi les positifs. C'est vraiment l'objectif, c'est pour tous les scientifiques, c'est voilà, est-ce que les nez humains sont performants, etc. Donc là, vous avez sur le petit tableau les résultats de 3 pays sur le pourcentage de faux négatifs. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est les pores qui sont positifs. Mettons, si dans une population, il y en a 5% qui, en chimie, sont positifs,
Eh bien, ici, vous avez sur ces 5%, le pourcentage qu'on a raté. Donc en France, on avait trouvé en gros presque 40%. Donc on en écartait bien 60%, surtout les pires. Là, on les loupe pas trop. Mais on en avait sur la base de la chimie 40% qui passaient à la trappe au nez humain. Donc ça, c'était nos résultats français. Bon, les autres ont publié. Hein, les Pays-Bas, ils ont publié la même année. Ils étaient un peu meilleurs que nous, 25%. Donc ils laissaient passer sur la base de la chimie. Et les Allemands ont publié après nous, ils en laissaient passer 1 sur 2. Donc ce qu'il faut retenir de la méthode nez humain, quand on se compare à la chimie, et on se compare toujours qu'à 2 indicateurs, hein, c'est différent d'un bouquet d'odeurs, hein, c'est le premier point qu'il faut avoir en tête. Bah, c'est jamais parfait. Hein, on en laisse, voilà, un vrai scientifique, c'est pas satisfaisant. Mais dans une gestion du risque, je vais dire, on écarte les pires. Hein, c'est ça, c'est le plus important. Après, bon, certains nous disent qu'effectivement, il y a des faux négatifs. Maintenant, c'est sur la base de la chimie. Hein, et pour certains, voilà, qui ont une expérience maintenant hein, à l'étranger, hein, comme le groupe Vion, chez nous, Copperle ou d'autres, Tonies, etc., bon, ils pensent que le bouquet d'odeurs perçu par le nez humain est plus proche de la perception qu'aura le consommateur dans sa cuisine. Donc voilà, quelquefois, nos indicateurs, pour moi, ils sont bons, mais c'est que des indicateurs. Et peut-être qu'effectivement, le nez humain, si la personne est performante, etc., elle est plus proche du nez du consommateur, parce qu'on va synthétiser un ensemble de molécules. Alors voilà des essais qui ont été faits, par exemple, en Allemagne, hein, sur 10 testeurs. Donc une ligne, c'est un testeur. Donc vous avez la ligne A1 à A10, et ils ont tous testé 72 mêmes échantillons. Alors, les 72 mêmes échantillons, ils sont classés par ordre croissant d'odeur. Alors, ce qu'on peut voir, plus on va vers la gauche, donc pour les plus costauds, eh bien, on voit bien qu'ils ont souvent appuyé. Hein. Il y a des lignes où les 10 testeurs ont appuyé, ce qui montre bien que les pires, ils les ont trouvés. Mais de temps en temps, bah, vous en avez un, on voit là, il y a un carré blanc hein, parmi les 10 carrés qui auraient dû être noirs. Donc ça, c'est nos faux négatifs. Hein. Quand on est dans le sensoriel, quelquefois, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Hein, et il faut caler ça. Hein, il faut vraiment. C'est un métier, en fin de compte, hein, le sensoriel. Il faut le faire comme un métier hein, pour éviter que les gens ne notent pas de la même façon. Et surtout que les pires, on ait consensus sur les pires. Donc, globalement, c'est quand même assez rassurant pour les pires, hein, quand on voit des schémas comme ça. Après, bon, ben, c'est sûr, quelquefois, un gars, quand c'est à la limite, il va appuyer et puis l'autre ne va pas appuyer. Donc, quand on est en note 0,1, bon, c'est assez. Voilà. Maintenant, c'est aussi l'intérêt de noter sur une échelle plus vaste. Donc, pour le professionnel de l'abattage des coupes, voilà, il y a pire et pire, quoi. Donc, c'est l'intérêt, je pense, de ce qui vous sera présenté après dans la démarche Uniport, où c'est plus loin que c'est positif ou négatif, c'est qu'on essaye de les classer, quoi. Hein, parce que c'est quand même tous des mâles. Moi, c'est ce que je dis aux gens qui commencent dans la production de mâles entiers. Ils ont quand même tous des testicules, donc ils sont pas à 0 en testostérone. Hein, donc, ils ont tous un tout petit peu d'androsténone. Alors, c'est pas déplaisant à petite dose. Certains sont à 0. Hein, on voit des niveaux à très 0. Et puis, pour le scatol, c'est pareil. Donc, il y a un gradient hein, d'odeur. La plupart, il n'y a aucun problème. Hein, le consommateur n'y verra rien, hein, 95% minimum. Mais après, il faut un petit peu les classer. Ça permettra à l'industriel aussi de les orienter. La deuxième technique, donc là, on rentre dans vraiment l'analyse chimique très, très précise. Donc, un prototype actuellement au Danemark à 700 à l'heure. Ça se décompose, c'est de la spectrométrie de masse. Hein, donc, c'est en gros construire un laboratoire dans l'abattoir avec une traçabilité parfaite. Hein, si vous êtes à 700 à l'heure, eh bien, il faut tracer des petits bouts de gras. Donc, la première étape que vous voyez, c'est l'étape de prélèvement hein, qui est donc sur votre gauche, où on va avoir un pistolet préleveur qui va venir prendre une petite quantité de gras, très, très précise. Dès qu'on est en analyse chimique, il faut être précis sur la quantité, hein, puisqu'on va... on va faire un ratio par rapport à la quantité de gras qu'on a analysé. Donc, quelquefois, c'est 0,3, 0, ouais, souvent, c'est enfin moins d'1 gramme. Donc, la qualité de l'échantillonnage est très importante.
Après, il va falloir le tracer avec un code barre, un QR code, enfin, etc. Il va falloir préparer l'échantillon. On n'envoie pas le spectromètre, sur le spectromètre de masse comme ça un bout de gras. Donc, il faut le préparer, il faut mettre de la soude, le DTB. Enfin, il y a tout un protocole qui dure 10 minutes à peu près. Donc, c'est possible. On peut avoir une réponse à peu près dans la demi-heure ou dans les 2 heures avant qu'il sorte du froid choc. Donc, c'est possible. Tout ça, techniquement, c'est possible. Donc, la préparation de l'échantillon, une fois qu'on a préparé l'échantillon, vous allez avoir une phase de chauffage. Il faut retenir que ces odeurs-là, on va être dans des analyses là, gazeuses derrière. Eh bien, il faut chauffer. Donc, on a en troisième phase ici une diode laser qui va chauffer des plaques où il y a 96 cochons, 96 échantillons qui ont été préparés. Tout ça est automatique, donc c'est comme de l'analyse sanguine à haute cadence. Et derrière, on va envoyer sur un spectromètre de masse qui va quantifier la quantité de scatol et d'androsténone. Donc c'est super précis, on a des données super claires. Mais mettre ça en musique en abattoir, vous imaginez que c'est pas simple. Tracer des petits bouts d'échantillons, les envoyer vers le labo à 700 à l'heure, pas se tromper, etc. Enfin, il y a une sacrée cuisine à envisager. Alors, avec Unipor, en 2019, on a fait quand même l'exercice en envoyant 20 échantillons de gras, donc au Canada, chez Phytronix, qui travaille pour les Danois. Et derrière, un fournisseur de spectromètres de masse qui est Shimadzu. Donc, avec 3 sociétés, Winset, Phytronix et Shimadzu, on a envoyé 20 échantillons en aveugle pour qui nous donnent les valeurs que nous, on avait fait analyser à l'INRA au préalable. Et bien là, dans une carrière de scientifique, vous avez rarement ce type de corrélation, des corrélations presque 1 à 1. Donc, c'est très, très bon. On sait qu'effectivement, s'ils arrivent à mettre ça en ligne, ça sera parfait. C'est vraiment super, super bon. Alors, en termes de coûts après, on avait chiffré donc avec Unipor, sur la base d'un investissement, un amortissement, les frais de personnel évoqués donc par les fournisseurs de matériel, on arrivait à 1,34 € par port dans le cas d'un abattoir saturé en mal entier. Donc à 700 à l'heure, c'est-à-dire 350 mal entiers, comme le font les Danois aujourd'hui. Ils ont saturé un outil sur cette technologie-là pour limiter les coûts d'analyse par port. On arrivait à 1,34 €. C'est vrai que par rapport à ce qu'on a entendu hier, le gain mal entier, éleveur, etc., 34 par rapport au gain mal entier, c'est encore jouable, quoi. Mais maintenant, il faut mettre tout ça en musique et c'est pas simple. Donc, à ce stade, dans le temps qui nous reste, le nez humain reste la technologie la plus adaptée dans les mois qui viennent pour détecter les plus odorants et les classer. Il faut rester en veille sur les autres technologies. La technologie danoise, elle est quand même prometteuse. S'ils arrivent avec quelque chose un petit peu clé en main, qu'ils auront testé, ils essayeront de le vendre, etc. Donc, il faut rester en veille pour la filière française. Rester en veille aussi sur d'autres technologies. On parle de l'infrarouge, donc c'était Diafir. Encore de la spectrométrie, les techniques Raman ou REMS, qui ne mesurent pas forcément les molécules odorantes, mais d'autres molécules qui sont corrélées à ces molécules odorantes sur les mal entiers. Donc, il faut rester en veille, mais bon, c'est quand même pas gagné. Avoir en tête que la plupart des outils sont quand même sur le nez humain aujourd'hui.